Bonjour chers tous. J'entamerai cette séance par un rappel de quelques points de vue concernant la philosophie politique de Jean Bodin et surtout son point de vue sur la souveraineté, concernant la souveraineté. Parce que il y aura aujourd'hui, en étudiant bien sûr la philosophie politique de Thomas Hobbes, on va bien sûr avoir un recoupement avec la philosophie politique de Jean Bodin et notamment sa vision, la perception qu'il se fait de la souveraineté. Rappelez-vous que nous avons soulevé cette question donc de cette polémique entre monarchomaque et politique, et on a soulevé lors du relevé de la biographie de Jean Bodin qu'il était un proche du duc d'Alençon qui lui était le meneur du clan des politiques. Donc le clan des politiques et le clan des monarchomaques, voilà, il faut bien préciser ce que c'est l'un et l'autre. Le clan des monarchomaques, bon, les monarchomaques, ce sont des libellistes qui s'élevaient tout simplement, qui avaient une certaine aversion, qui luttaient plus ou moins contre l'absolutisme royal. Donc la période du milieu vers la fin du XVIe siècle, beaucoup de monarchies en Europe occidentale se sont orientées vers la mise en place d'un absolutisme royal. Et les monarchomaques se soulevaient contre cette tendance vers l'absolutisme, vers la main lourde, bien sûr, des monarques sur la politique, sur les affaires de l'État, en quelque sorte. D'ailleurs, Louis XIV a fini par dire « l'État, c'est moi ». Et les politiques, donc, c'était un clan qui défendait une vision beaucoup plus royaliste, en quelque sorte, de la politique, dans la mesure où, par exemple, Jean Bodin estimait que le pouvoir souverain est le pouvoir premier et qu'il ne tire sa légitimité de personne et qu'il n'est ni délégué ni responsable envers quelqu'un d'autre, et que tout cela finit par établir, si vous voulez, une souveraineté à l'image du règne de Philippe le Bel, donc le roi français qui a été le modèle même, si vous voulez, en termes de royauté de Jean Bodin. Donc vous voyez que sur ce point-là, la philosophie politique de Jean Bodin a été très claire. Donc il développait des arguments contre la montée en puissance de ce courant, si vous voulez, de monarchomaques. Les monarchomaques, donc, qui étaient d'horizons divers, dans la plupart des cas, c'était des protestants, si vous voulez, parce que normalement le protestantisme est fondé sur une manière, si vous voulez, de considérer la politique et l'État, la religion et l'État toute particulière, et que c'était pour les protestants beaucoup plus simple, si vous voulez, d'établir cette séparation entre la politique et la religion et le précepte religieux. Et c'était même des théologiens aussi, donc c'est tout un courant donc, qui défendait cette, en quelque sorte, qui défendait l'évolution vers une forme, si vous voulez, de répartition de l'exercice du pouvoir entre le monarque lui-même et d'autres instances, notamment en Grande-Bretagne, vous voyez, qui était la source d'inspiration de tout ce courant, avec bien sûr un conseil quelconque, le Conseil des Lords, le Conseil... en France, c'était les États généraux, mais à l'état embryonnaire, Parlement à l'état embryonnaire, qui n'avait qu'un point de vue consultatif et ne pouvait en aucun cas imposer son point de vue au monarque. Vous voyez donc, même l'aristocratie française n'avait pas un poids, si vous voulez, assez visible au niveau du gouvernement ou de la gouvernance, j'utilise ce terme, même s'il n'est pas adapté à cette période, mais j'utilise juste pour dire que la gouvernance est une manière de mener le pouvoir, est une manière, si vous voulez, de percevoir
et d'exercer le pouvoir. Donc l'aristocratie française, je parle bien sûr de cette haute classe, bien sûr, de féodalité, ils n'avaient de pouvoir que lorsque leurs moyens militaires et leurs forces le leur permettaient. Et d'ailleurs, lorsqu'on a parlé de ce massacre de Saint-Barthélemy, eh bien, nous avons parlé bien sûr d'un certain duc de Guise. Et ce duc de Guise qui était assez puissant par ce qu'il représente comme symbolique religieuse et aussi par ce qu'il représente comme force armée. Et donc, le duc de Guise pouvait imposer son point de vue, bien sûr, même au monarque. Mais à part ces questions très sporadiques et qui n'y étaient pas liées par une règle préalablement déterminée, le roi était principalement, si vous voulez, était le symbole de l'État, était la force en quelque sorte, si vous voulez, déterminante au sein si vous voulez, au niveau du mécanisme de l'exercice du pouvoir, ce qu'on appelle globalement donc l'absolutisme royal. Donc c'était juste une manière de mettre en rapport le point de vue politique donc, de Jean Bodin par rapport au point de vue à la philosophie politique de Thomas Hobbes. Et on va bien sûr démarrer aujourd'hui l'étude de la philosophie politique donc de Thomas Hobbes à travers cette première vague bien sûr de ce qu'on appelle la crise de l'absolutisme royal. Donc Thomas Hobbes est né en 1588 c'est-à-dire, et décédé en 1679. Les dates ici sont d'une très grande importance par rapport bien sûr à Jean Bodin, parce qu'on voit par exemple qu'il a été plus ou moins contemporain bien sûr de Jean Bodin, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de rapport intellectuel, de continuité intellectuelle entre Jean Bodin et Thomas Hobbes. D'ailleurs, on veut voir que Thomas Hobbes s'est volontairement exilé en France pendant une longue période, et ainsi donc, certainement, il a été plus ou moins influencé par tout ce qui s'est passé à l'époque en France. Je disais donc que Thomas Hobbes est né en 1588, décédé en 1679, et les grandes lignes de sa pensée politique s'articulent autour de quelques thèmes principaux, notamment, bien sûr, ce n'est qu'une sorte, si vous voulez, d'avant-goût, d'introduction à ce qu'on va développer par la suite. Donc les thèmes principaux sont tout d'abord la nature conflictuelle des rapports inter-individuels, notamment l'état de nature, état de violence et d'anarchie qui condamne l'homme, bien sûr, à une existence quasi animale. Ça, c'est a priori. L'a priori chez Thomas Hobbes. C'est un a priori. Donc, l'homme est un ennemi pour l'homme, et ainsi donc, dans cet état de nature, c'était une violence et une anarchie qui condamnait l'homme, qui condamne, ça n'est pas terminé jusqu'à présent, bien sûr, qui condamne l'homme à être l'ennemi de l'homme et à quasiment une existence animale. Et deuxième point, le contrat, ce qu'on va appeler par la suite, à l'occasion d'autres développements, un contrat social, bien sûr. C'est un facteur nécessaire pour Thomas Hobbes afin d'échapper à l'état de nature, c'est-à-dire de dépasser, d'endiguer les effets néfastes de l'état de nature, et où la violence, bien sûr l'état de nature, où la violence est générale, et la défiance réciproque est une caractéristique des relations sociales. Donc le contrat social est un outil, bien sûr aussi bien juridique que politique, permettant le dépassement de cet état de, si vous voulez, de nature. Et troisième point, qui est caractéristique donc de la pensée politique de Thomas Hobbes, le caractère absolu du pouvoir politique. Alors là, sur ce point-là, il rejoint bien sûr Jean Bodin avec une certaine différence qu'on va souligner par la suite.
Au XVIIe siècle, les grandes monarchies nationales, en Europe occidentale bien sûr, sont définitivement constituées et bien établies, à l'exception de l'Angleterre où la lutte de l'absolutisme et du libéralisme se termine par le triomphe de ce dernier. Lorsque je dis absolutisme et libéralisme, ce n'est pas qu'il y avait une guerre entre des absolutistes et des libéraux, mais non, mais c'était une évolution. Cela veut dire, lorsque je dis à l'exception, et que les grandes monarchies sont définitivement constituées, c'est-à-dire qui étaient dominées par un pouvoir absolu du monarque. Voilà, c'est clair, le XVIIe siècle, c'est 1600, et le XVIIIe siècle, c'est 1700, c'est les années 1700, et vous vous rappelez que 1789, c'était la Révolution française, vers la fin, bien sûr, du XVIIIe siècle, c'était la Révolution française. Et donc, on est pratiquement au niveau du creux, bien sûr, de l'absolutisme royal. Mais en Angleterre, c'était déjà une sorte, si vous voulez, d'évolution beaucoup plus rapide, à cadence plus rapide, qui a fini, bien sûr, qui a abouti sur le triomphe du libéralisme sur l'absolutisme. Le libéralisme, c'est-à-dire la mise en place d'un pouvoir pratiquement aux allures qui ressemble étrangement à ce qui va se passer, bien sûr, en France après la Révolution française et en Europe, bien sûr, dans le monde, sur la base du principe de la séparation des pouvoirs. Je vous ai dit lors de la dernière séance que Guillaume d'Orange, pour établir son pouvoir, était plus ou moins dans l'obligation, si vous voulez, de composer avec les lords, c'est-à-dire les seigneurs de guerre, qui sont ses congénères, et que ses congénères lui ont posé la condition que pour qu'il soit roi, qu'il soit nommé roi, légitimement roi, il faut qu'il accepte un droit de regard du Conseil des lords, leur propre conseil, sur des affaires, sur les affaires stratégiques, bien sûr, les plus importantes, si vous voulez, de l'État, telles que l'impôt, telles que la déclaration de guerre, etc. On en a parlé lors de la dernière séance, au début de la dernière séance. Et que c'était, si vous voulez, une sorte de pouvoir qui a des allures beaucoup plus libérales, ou plutôt libérales, de façon anticipée, par rapport, bien sûr, à ce qui s'est passé partout ailleurs en Europe, notamment en France. La France était, par excellence, le pays de l'absolutisme royal. Et on va voir que Montesquieu, on a fait les frais. On a fait les frais parce que, tout en luttant contre, intellectuellement bien sûr, en faisant triompher la théorie de la séparation des pouvoirs, il s'est opposé frontalement, bien sûr, au pouvoir monarchique de l'époque. Et ayant toujours voulu être nommé ambassadeur de France en Angleterre, eh bien, en raison de ses points de vue politiques, il ne l'a jamais été. Donc vous voyez que le point de vue politique était, si vous voulez, facteur d'une position quelconque vis-à-vis du pouvoir, du centre névralgique du pouvoir. Position favorable ou, au contraire, et c'était le cas pour Montesquieu, position très défavorable. Pour Jean Bodin, c'était une manière, bien sûr, étant secoué de part et d'autre, étant tout simplement accusé de pratiquer la sorcellerie, donc un sorcier. Il y a d'autres qui ont dit que c'était un protestant, il y en a d'autres qui ont dit tout simplement que ce n'était pas un bon catholique. Et du coup, donc, de toutes parts, il a été critiqué, et finalement, ce qui a constitué son choix. Et son choix, c'était d'adopter une stratégie supportive du roi, de la monarchie. Et ainsi donc, d'avoir une certaine caution vis-à-vis du pouvoir. Une caution, c'est-à-dire lorsqu'on soutient intellectuellement un pouvoir politique, c'est qu'on se sent proche et c'est qu'on aspire à la protection, bien sûr, de ce pouvoir politique. D'où donc sa vision et sa proximité avec le duc d'Alençon et sa défense, bien sûr, du clan des politiques.
vis-à-vis, bien sûr, des clans des monarchomaques. Je viens de m'expliquer sur ce point-là au début de cette séance. Donc, le caractère agité de la vie de Hobbes, on est toujours au niveau d'un certain nombre d'éléments bibliographiques, plutôt biographiques de Thomas Hobbes. Le caractère agité donc de la vie de Hobbes reflète l'agitation qui a marqué la vie politique de l'Angleterre au XVIIe siècle et même celle de la France où il s'était fixé bien sûr à partir de 1640 et eu un long exil volontaire bien sûr de 11 ans. Il a été exilé volontairement pendant 11 ans, bien sûr en raison des positions politiques qu'il a prises et puis bien sûr cela a gêné le pouvoir et finalement il a choisi de s'exiler en France. La vie de Hobbes donc est riche en événements, bien sûr historiques et politiques. Il est né avant terme l'année même de l'Invincible Armada. Voilà, donc vous voyez que l'année même de l'Invincible Armada, ça aussi c'est très important, l'Invincible Armada, c'est-à-dire la destruction de cette Invincible Armada. Et l'armada, c'était la force militaire espagnole que l'on considérait comme étant invincible. Et que finalement, l'astucieuse tactique, si vous voulez, des généraux anglais, britanniques, ont fini par s'emparer, bien sûr, et détruire, avoir raison donc de cette armada qu'on considérait à l'époque comme étant invincible et qui a fait la terreur. Donc l'Espagne faisait à l'époque la terreur pratiquement partout en Europe. Bien sûr, l'Italie, c'était un terrain de parcours. Les principautés d'Italie se fixaient et disparaissaient en fonction de leur allégeance au roi d'Espagne. Nous avons dit aussi que le duc de Guise, qui était l'acteur direct du massacre de Saint-Barthélemy, était un allié stratégique en France, bien sûr, du roi d'Espagne. Et on a parlé que cet événement-là, bien sûr, était le massacre de Saint-Barthélemy, était une réaction plus ou moins contre l'appui des protestants contre l'Espagne en Hollande. Parce que l'Espagne aussi a occupé pendant longtemps la Hollande. Donc vous voyez que c'était... et que l'Espagne menaçait également la Grande-Bretagne, même sur son propre territoire. Et cette armada espagnole, force armée, bien sûr, une sorte de Marines, telle qu'à l'américaine actuellement, force terrestre, force maritime, qui se conjuguait et qui constitue une force de frappe pratiquement inégalée. Et tout cela donc faisait la gloire, la puissance, pratiquement à l'échelle planétaire de l'Espagne à l'époque. Mais la destruction de l'armada, de l'invincible armada par les Britanniques, a déclaré en quelque sorte la fin d'une période dominée par la force militaire et politique espagnole et bien sûr la montée en puissance de la Grande-Bretagne comme puissance mondiale montante. Ce qui fait donc que l'évolution vers cette situation de dominer la planète par la suite et surtout subir la menace de l'Espagne et les intrusions multiples en matière politique, si vous voulez, interne en Grande-Bretagne, faites par les rois d'Espagne successivement, tout cela, si vous voulez, a constitué une sorte de déstabilisation, plus ou moins des tendances de déstabilisation du pouvoir en Grande-Bretagne. Et on soupçonnait tout un chacun, bien sûr, à chaque fois d'être plus ou moins allié de l'Espagne ou espion de l'Espagne. Et donc c'était des événements extrêmement bouleversants qui ont bouleversé la scène, si vous voulez, monarchique en Grande-Bretagne jusqu'à cette époque-là. Donc la fin de l'armada, la fin de la puissance militaire espagnole a déclaré, bien sûr, a été le point de départ, si vous voulez, d'une stabilité politique en Grande-Bretagne, bien sûr, axée sur un pouvoir beaucoup plus éclairé, beaucoup plus équilibré, constituant des poids et des contrepoids, notamment si vous voulez, montée en puissance, bien sûr, étape par étape, au niveau de l'importance de l'exercice du pouvoir, si vous voulez, du Conseil de l'Ordre, qui va bien sûr être par la suite
le Parlement, le futur Parlement, institution parlementaire, donc en Grande-Bretagne. Voilà. Donc en Europe, peu de changements se sont produits au niveau de la physionomie du pouvoir avant la Révolution française, donc ça c'est clair, donc c'est la Révolution qui a transformé le pouvoir en France et qui a bien sûr brisé le système féodal pour le remplacer par une république, bien sûr avec un certain nombre de soubresauts qui sont venus par la suite, mais le pouvoir monarchique n'a jamais connu une stabilité pérenne, si vous voulez, après la Révolution française. Il y a eu, je viens de le dire, quelques tentatives de mise en place d'un pouvoir royal qui n'ont pas eu de suite. Partout donc, on assiste au triomphe du principe monarchique, à l'exception bien sûr des cantons suisses. C'était un petit peu une petite parenthèse de la géopolitique à l'époque. Donc les cantons suisses n'avaient pas beaucoup d'importance. Et quelques provinces unies de Venise, bon, c'était aussi les principautés italiennes, donc, qui étaient gérées par des républiques soit démocratiques, soit aristocratiques. Rappelez-vous donc ce que disait Jean Bodin et avant lui Machiavel. Donc c'était des petites républiques qui n'avaient pas d'importance. Et Machiavel a toujours conseillé le prince au niveau de ses principautés et non pas au niveau d'une royauté très stable et lourdement bien sûr constituée. Parce qu'à ce moment-là, les manœuvres politiciennes, etc., n'avaient pas le même impact, le même effet que lorsqu'il s'agit d'une principauté, là où le pouvoir peut être arraché facilement, là où le pouvoir peut être acquis également facilement en fonction bien sûr de la théorie et de tout ce qu'a développé Machiavel. Donc ces cantons suisses et ces principautés, les provinces unies et Venise donc d'Italie, c'était des petites exceptions qui n'avaient pas un impact majeur bien sûr au niveau de la carte politique globale en Europe occidentale. Donc par la suite, entre 1660 et 1670, Thomas Hobbes se voit publiquement accusé d'athéisme. Voilà, d'hérésie en quelque sorte à cette époque-là, c'était l'hérésie. Et le roi de Grande-Bretagne donc le protège à condition qu'il ne publie rien. Donc c'était le point, c'était la vie de Thomas Hobbes contre bien sûr le fait de se retirer de la scène publique. Donc le roi de Grande-Bretagne l'a protégé à condition qu'il ne publie rien. Et dans cette période de latence, Thomas Hobbes a traduit l'Odyssée, l'œuvre métaphysique grecque très connue, écrit une histoire des guerres civiles anglaises et rédige sa propre autobiographie. Et puis il décède par la suite en 1679, tel qu'on l'a précisé auparavant. Donc ces œuvres de Sive, ça se prononce en anglais, donc du citoyen, traduction littérale en français, écrit en 1642, et le Léviathan, bien sûr bouclé en 1651, constitue les sources principales de l'étude de la pensée politique donc, de Thomas Hobbes. À l'exception de l'Angleterre, l'Europe du XVIIe siècle connaît donc dans l'ensemble une stabilité politique relative, mais malgré cette relative stabilité, la pensée politique occidentale s'est orientée vers l'étude des différentes formes de gouvernement, dont d'ailleurs lui-même, Thomas Hobbes. Il n'a pas seulement étudié le modèle britannique, mais il a essayé de généraliser, bien sûr, d'extrapoler les modes de gouvernement à l'époque pour en tirer un modèle type, c'est-à-dire un profil type du mode de gouvernement à l'époque, bien sûr, qui doit être corrigé selon ce qu'il pense étant la bonne forme, bien sûr, de gouvernement. C'est-à-dire
l'introduction, bien sûr, d'un contrat social, etc., pour pouvoir, bien sûr, établir un pouvoir qui serait le plus à établir une stabilité politique et répondre, bien sûr, à un désir de vivre collectif qui ne serait pas cette lutte acharnée des uns contre les autres. L'homme est l'ennemi de l'homme, donc c'était l'état nature, l'état sauvage. C'était un petit peu un retour, si vous voulez, vers une situation de vivre ensemble, de façon à ce que, bien sûr, les intérêts des uns et des autres soient plus ou moins sauvegardés, et les intérêts des uns et des autres, finalement, constituent l'intérêt général qui serait lui-même l'intérêt du monarque. Parce que l'intérêt du monarque, va-t-il écrire, c'est l'expression de l'intérêt de tous. Et c'est à ce moment-là qu'il intègre cette dimension, bien sûr, d'absolutisme royal. On va le voir au fur et à mesure. Le pouvoir royal, donc, a donné lieu à des analyses et des interprétations multiples, de nombreuses analyses et interprétations, et on peut relever une différence importante entre le XVIIe et le XVIIIe siècle à cet effet-là. Donc au niveau des interprétations de la manière dont le pouvoir royal doit être exercé. Dans le premier, c'est-à-dire la première période, le XVIIe siècle, deux courants contraires se sont manifestés, l'un poussant à l'omnipotence royale, et entendez par là, par exemple, un exemple type, c'est Jean Bodin, la pensée de Jean Bodin, et l'autre poussant à si vous voulez, tendant à la limitation de cette omnipotence royale. Entendez par là, bien sûr, le courant des monarchomaques, qui n'a pas seulement sévi en France, mais qui a sévi par la suite, petit à petit, vers, si vous voulez, tous les pays d'Europe occidentale. D'ailleurs, le courant monarchomaque ne trouve même pas d'origine en France. Donc les Français qui ont soutenu, les penseurs français qui ont soutenu ce courant, bien sûr, se sont inspirés bien sûr d'autres qui se sont manifestés ailleurs, tels que par exemple les penseurs de religion protestante, je viens de le dire au début, qui sont beaucoup plus portés à accepter et à imaginer bien sûr un pouvoir politique qui serait fondé au-delà de l'omnipotence royale sur la forte influence, s'il n'est qu'une influence, mais la présence institutionnelle bien sûr d'un contre-pouvoir, notamment que ce soit les États généraux en France ou que ce soit un Conseil de l'ordre en Grande-Bretagne ou une autre institution similaire bien sûr dans d'autres cités ou dans d'autres pays. Voilà. Par la suite, au XVIIIe siècle, le mouvement se traduit, ce mouvement donc contestataire de l'absolutisme royal, se traduit ou plutôt le mouvement ne se produit plus guère que dans le second sens, c'est-à-dire se traduit par une évolution tout simplement vers bien sûr l'abandon de l'absolutisme royal et l'évolution vers un système plus libéral. C'est-à-dire, si le XVIIe siècle était le siècle, bien sûr, par excellence, et je parle du côté intellectuel, je ne parle pas, bien sûr, du fait sur le terrain. Le XVIIe siècle était un siècle par excellence donc de absolutisme royal, avec bien sûr des voix qui se sont soulevées pour le contester, c'est-à-dire l'exemple des monarchomaques en Europe et en France plus particulièrement. Donc le XVIIIe siècle a connu l'abandon donc de cette vision d'absolutisme royal et l'évolution vers un système, si vous voulez, à tendance certainement libérale. Et en France, cela s'est traduit bien sûr par la Révolution française. En Grande-Bretagne, c'était déjà un pouvoir libéral consacré depuis assez longtemps. Parce que, rappelez-vous, dans tous mes développements concernant le point de vue de Jean Bodin, concernant ce qu'on va dire à propos de Montesquieu, etc., la Grande-Bretagne était une source d'inspiration donc de cette évolution
d'une étape d'absolutisme royal ou fondée sur l'absolutisme royal vers une étape ultérieure, c'est-à-dire suivante, qui va remplacer cette étape, qui va remplacer la manière de gouverner, c'est-à-dire l'absolutisme royal, par un système libéral. Et donc, on va se poser la question, où se positionne Thomas Hobbes par rapport donc à tout cela. Nous pouvons relever donc deux interprétations dominantes de la pensée politique de Thomas Hobbes autour du Léviathan. La première fait de Hobbes un absolutiste, tout simplement, le politologue du pouvoir totalitaire, c'est-à-dire le théoricien du pouvoir totalitaire. Alors là, c'est Jacques Morgan, Joseph Via-Latour et Carl Schmitt. Donc ce sont des penseurs, des philosophes, des penseurs politiques qui ont fait de Thomas Hobbes un véritable théoricien du pouvoir totalitaire, du pouvoir donc absolu, c'est-à-dire de l'absolutisme royal. Il y a une seconde approche qui a interprété le Léviathan de façon singulièrement différente, qui privilégie l'individualisme au niveau de la pensée politique de Thomas Hobbes. Donc c'est René Capitan, c'est Léo Strauss, c'est Marcuse et c'est Macpherson. Ce sont d'autres philosophies. Lorsque vous lisez la version PDF donc des Keynote, ou plutôt PowerPoint des Keynote, vous revenez sur chacun de ces différents auteurs pour avoir une certaine vision. Donc, et pourquoi a-t-il interprété la pensée, plutôt le Léviathan, dans ce sens-là. Donc c'est un petit peu de travail de recherche qui va vous permettre de vous distraire, d'apprendre une dimension autre que ce que je suis en train de vous donner, et puis le pourquoi de la chose va vous apprendre beaucoup de choses sur la pensée politique, autre chose je veux dire, sur la pensée politique de Thomas Hobbes. Donc par la suite, Thomas Hobbes jette les bases d'une conception de l'individu, ou plutôt si Thomas Hobbes jette les bases d'une conception de l'individu en tant que sujet de la lutte capitaliste, l'affirmation de l'idée d'une souveraineté illimitée semble prédominante dans sa pensée politique. Vous voyez donc ici, autant d'ailleurs que ça a été le cas pour Jean Bodin, l'auteur joue sur pratiquement un double registre, plus ou moins. C'est pour ça, c'est ce qui a fait que les interprétations par les philosophes dont je viens d'évoquer les noms lors de la keynote précédente s'est orienté les uns vers la vision absolutiste des choses et l'autre vers la vision libérale des choses. Donc, le Léviathan jette bien sûr les bases d'une conception de l'individu en tant que sujet. En tant que sujet, l'individu, en tant que ça a été la famille, rappelez-vous, l'unité de base de la vie en société, pour Jean Bodin, c'était la famille. Maintenant, on évolue. Je vous ai dit qu'on est en train d'évoluer. Maintenant, c'est l'individu. Ce n'est plus la famille, mais l'individu qui est au centre, bien sûr, de cette dynamique, si vous voulez, capitaliste, de cette dynamique, si vous voulez, libérale. Mais, par contre, l'affirmation d'une souveraineté illimitée, c'était aussi, je viens de le dire, le cas de Jean Bodin, semble prédominant dans sa pensée politique. Donc l'œuvre de Thomas Hobbes se déploie dans une tension entre la tendance absolutiste et la tendance libérale. Ce qui a fait, je viens de le dire il y a juste une minute de ça, c'est-à-dire c'est plus, je ne dis pas ambiguïté, mais je dis prévalence pour les uns d'une vision libérale de la politique et pour les autres d'une vision absolutiste de la vie politique. On a fait, selon Thomas Hobbes, on a fait de la peur le moteur de sa problématique. Et donc son œuvre est une recherche passionnée visant à surmonter l'angoisse humaine qui est due à cet état, si vous voulez, état nature, c'est-à-dire dans laquelle on en a parlé, c'est-à-dire la perversité et l'adversité était, si vous voulez, la caractéristique fondamentale. L'homme est l'ennemi à l'homme, au niveau des rapports de l'homme à son prochain, donc ce sont des ennemis qui ne cesseront de se battre en raison, bien sûr, de facteurs multiples, de la recherche de gloire, on va voir donc tout cela par la suite, de la recherche d'un intérêt qui peut être important comme il peut être minime, parfois d'une simple
d'un simple désir de survie. Lorsqu'on manque de nourriture, donc il faut s'attaquer aux autres pour s'approvisionner. Et donc vous voyez que les facteurs sont multiples qui font que l'homme est l'ennemi de l'homme, l'ennemi mortel. L'adversité est devenue, bien sûr, et chez l'homme, une marque, si vous voulez, de fabrique, tout simplement. Je m'exprime ainsi, ce n'est pas tellement une marque de fabrique, mais c'était une forme d'identité culturelle, en quelque sorte. C'était psychologiquement structurel chez l'homme que d'être plus ou moins l'ennemi de son prochain, dans la vision, bien sûr, état-nature que déploie Thomas Hobbes. Mais comment donc vaincre cette peur à travers le point de vue de Thomas Hobbes? Donc cette question domine le Léviathan depuis la description de l'état de nature jusqu'au dernier chapitre où il entreprend une attaque en règle contre le surnaturel et l'irrationnel. Et peut-être selon Thomas Hobbes, l'irrationnel et le surnaturel étaient, au pluriel bien sûr, des facteurs de cette adversité, des facteurs bien sûr de reproduction de cette adversité, parce que lorsque l'homme, si vous voulez, fait une mauvaise interprétation ou interprétation due, si vous voulez, aux forces obscures, donc à ce moment-là, il devient plus violent et ses propos deviennent bien sûr axés beaucoup plus sur cette adversité que plutôt sur la raison. Et juste pour mettre en rapport ce que je viens de dire avec ce que nous vivons actuellement, il y a certains qui soutiennent, je ne parle pas de musulmans intégristes, je parle également de beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans, qui disent que tout cela c'est une punition de Dieu, c'est-à-dire cette pandémie de coronavirus et ce que nous vivons actuellement, une réclusion à l'échelle planétaire, un confinement à l'échelle planétaire, c'est plus ou moins à leur goût une sanction divine, parce que l'homme ne peut plus, si vous voulez, se référer à Dieu. Il a détourné le regard de Dieu. Et donc, le Dieu Tout-Puissant voudrait corriger, bien sûr, ces brebis, entre guillemets, égarées. Et ainsi donc, il leur envoie quelque chose pour les mettre sur une même ligne, bien sûr, de réflexion, sur une même ligne, bien sûr, de pensée, et d'une manière à se reposer la question et de redéfinir ses rapports. C'est-à-dire, je parle de l'homme avec les autres hommes et puis avec Dieu. Bon, lorsqu'on suppose que c'est une dimension métaphysique, surnaturelle, irrationnelle, qui détermine bien sûr le cours des choses, alors à ce moment-là, notre point de vue ne peut être que très violent, voire même assez, on l'a souligné, assez irrationnel, c'est-à-dire plus ou moins décalé par rapport à l'esprit effectif des choses, ou à l'esprit bien sûr raisonnable ou rationnel des choses. L'entreprise politique donc de Thomas Hobbes est décisive, car outre qu'elle annonce l'individualisme de Locke, déjà, vous voyez l'individualisme, le fondement même donc, du capitalisme, d'Adam Smith, de Bentham et donc les penseurs qui ont développé par la suite l'approche individualiste libérale. Donc, l'entreprise politique, c'est-à-dire la pensée politique de Thomas Hobbes, semble structurer définitivement les catégories de la pensée politique occidentale à venir, c'est-à-dire la manière de voir les choses, de représenter les choses de Thomas Hobbes est devenue bien sûr structurante par rapport à l'évolution qui va suivre de la pensée politique, si vous voulez, occidentale. Thomas Hobbes est par excellence le théoricien de la souveraineté. On va voir donc dans quelle mesure. Plus que Jean Bodin, voilà, on en a parlé, je vous ai dit qu'il y a un croisement, un recoupement avec la pensée de Jean Bodin, qui se sert de la souveraineté comme base de classification des formes politiques et réduit considérablement sa portée à force de limites. Nous avons bien sûr souligné toute une liste des limites de la souveraineté établie par Jean Bodin, parce que, tout en étant bien sûr porteur bien sûr du courant des politiques, contrairement bien sûr à ce courant
des monarchomaques, rappelez-vous ce que nous avons dit au début de cette séance, mais il n'était pas porté, bien sûr, à défendre un absolutisme, plutôt un pouvoir absolu du monarque. Il n'était pas tout simplement porté à, rappelez-vous, il a appelé de ses voeux le développement du pouvoir royal sur la base, bien sûr, d'une consultation permanente des États généraux. Ce qui a constitué une contradiction dans la mesure où les États généraux eux-mêmes étaient le fait du roi. Et donc les États généraux ne pouvaient se réunir que sur convocation du roi. Donc ce n'était pas une véritable... c'était un pouvoir, bien sûr, plus ou moins absolu que développé déjà, si vous voulez, Jean Bodin, mais pas tellement absolu dans la mesure où la souveraineté était limitée par, si vous voulez, par une série de limites. Revenez sur les limites à la souveraineté que nous avons exposées et vous allez bien sûr en être convaincu. Donc, Hobbes, lorsqu'il entreprend bien sûr son développement et sa définition de la souveraineté, lui reconnaît un pouvoir illimité, aucune limite, même la propriété privée. Rappelez-vous que pour Jean Bodin, la propriété privée était une limite tout simplement, le droit naturel, et aussi une limite à la souveraineté du monarque. Donc pour Thomas Hobbes, aucune limite ne peut être établie à la souveraineté. Il définit ainsi la souveraineté et on tire toutes les conclusions. L'approche de Hobbes donc est définitionnelle, donc il développe la notion de souveraineté tout en la définissant, ce que je veux dire. Elle est définitionnelle et fondatrice alors que la pensée politique donc à venir ne fera que situer la souveraineté. Donc les auteurs qui vont se succéder par la suite, ils ne vont que situer la souveraineté. Soit en la répartissant entre différentes instances, distinction donc des pouvoirs chez Locke, séparation des pouvoirs chez Montesquieu, donc Montesquieu et John Locke, au lieu donc de définir la souveraineté, ils vont bien sûr essayer de la situer, de lui donner une certaine forme. Donc pour John Locke, la distinction des pouvoirs et chez Montesquieu, la séparation des pouvoirs. La souveraineté est exercée sur la base d'une séparation des pouvoirs. On va voir ça donc aussi bien au regard de John Locke qu'au regard de Montesquieu. Tantôt ou en lui attribuant une instance particulière, la souveraineté donc en deuxième lieu, selon toujours les philosophies qui se sont inspirés de Thomas Hobbes, on attribue à la souveraineté une instance particulière. La souveraineté donc sera populaire chez Jean-Jacques Rousseau et elle sera nationale chez Sieyès. Vous voyez qu'à ce moment-là, donc si Thomas Hobbes a défini la souveraineté, les différents penseurs que je viens de citer n'ont fait que la situer soit les organes qui vont, c'est-à-dire à travers les organes qui vont l'exercer ou à travers la forme de l'exercice de la souveraineté. Jean Locke et Montesquieu se sont prononcés sur chacun à sa manière sur une forme de séparation ou de distinction des pouvoirs. Par contre, Sieyès et Jean-Jacques Rousseau ont défini la manière dont la souveraineté serait exprimée. Jean-Jacques Rousseau défend la souveraineté nationale et Sieyès défend la souveraineté, plutôt Jean-Jacques Rousseau défend la souveraineté populaire et Sieyès défend la souveraineté nationale. D'accord ? Tout cela donc supposait le travail de délimitation de la souveraineté effectué par Hobbes. Et de ce point de vue, l'œuvre de Hobbes est décisive. Nous avons dit il y a quelques instants que l'œuvre de Hobbes est structurante par rapport à ce qui va suivre comme développement, bien sûr, de la pensée politique, se rapportant bien sûr à la notion de souveraineté. De ce point de vue, je viens de le dire, l'œuvre de Thomas Hobbes est définitive. Au centre donc des préoccupations de Hobbes, il y a
jusqu'au bout cette notion donc de souveraineté, mais encore faut-il en déterminer le contenu. Donc si la souveraineté constitue le centre névralgique de la pensée politique de Thomas Hobbes, donc qu'en est-il pour le contenu? Nous avons dit que l'approche de Thomas Hobbes est définitionnelle et fondatrice de la notion de souveraineté. Donc on va mener cette quête en quelque sorte de définition de la souveraineté chez Thomas Hobbes à travers les paragraphes suivants. En premier lieu donc le fondement de la souveraineté, et nous allons développer ce point-là à travers aussi deux points différents. L'avènement, premièrement, l'avènement du contrat social. Un grand A, donc l'avènement du contrat social. Le point de départ donc des développements se rapportant à l'avènement du contrat social, c'est l'état de nature. On en a parlé déjà au début, et je vous ai promis qu'en tout début de séance, on va juste annoncer les grands traits, bien sûr, de la pensée politique, les trois grands traits de la pensée politique de Thomas Hobbes, pour les développer par la suite. Donc, premièrement, qu'est-ce que l'état de nature chez Thomas Hobbes? Donc, c'est tout d'abord l'expression de l'inaptitude de l'homme à une sociabilité naturelle. L'inaptitude de l'homme à une sociabilité naturelle. Au début donc de sa pensée, au niveau de son ouvrage Le Léviathan, Thomas Hobbes exprime son opposition par rapport à la pensée politique d'Aristote. Rappelez-vous, Aristote, c'était l'homme est un être social, est un être politique, est une bête politique. Hayawan siyasi, ou hayawan ijtima'i. Alors là, c'est la pensée politique, c'est la base névralgique, bien sûr, de la pensée politique de Aristote. Eh bien, Thomas Hobbes s'oppose à cette version, à cette vision des choses. Et donc, Hobbes n'admet pas qu'il y ait quelque instinct naturel inclinant l'homme à la sociabilité. Il n'y a pas d'instinct naturel, bien sûr, opposant à l'homme cette sociabilité spontanée, cette sociabilité naturelle, c'est-à-dire basée sur la bienveillance, sur l'amour fondamental de l'homme pour l'homme. Alors là, c'était le point de vue, bien sûr, d'Aristote. L'homme est un être social. L'homme ne peut, bien sûr, survivre que dans un groupe. L'homme ne peut s'identifier et avoir d'identité que dans le cadre d'un groupe. Pour Thomas Hobbes, c'est tout à fait l'inverse. Bien sûr, vu l'évolution et la situation, on dit que chaque fois un philosophe, c'est le reflet de son environnement social et politique. L'exemple type que nous pouvons relever à cet égard, c'est la pensée politique de Machiavel. Machiavel, bien sûr, vous avez suivi à plusieurs, certains d'entre vous ont visualisé à plusieurs reprises cette vidéo Florence la Magnifique, et vous avez bien relevé qu'est-ce que c'est la politique à cette époque-là. C'était tout simplement des complots, c'était des coups fourrés, c'était bien sûr l'expression de l'homme étant l'ennemi de l'homme. C'était l'époque déjà de Machiavel, et la pensée politique de Machiavel reflète exactement, juste à certains, bien sûr, à certaines nuances, l'état d'esprit, bien sûr, de Thomas Hobbes. Mais l'époque c'était presque la même époque. Donc ce qui était valable en Florence, en Italie, l'était aussi en France, et l'était aussi en Grande-Bretagne. Et vous voyez donc que c'était une période très pointue, animée bien sûr d'animosité politique, animée bien sûr de coups fourrés, animée de la même vision des choses que les facteurs qui ont développé, qui ont conduit le duc de Guise à mener bien sûr cette sainte alliance catholique pour tout simplement vouloir détruire les protestants, les exécuter. C'était une guerre d'anéantissement contre les protestants, pratiquement. Et les protestants eux-mêmes n'allaient pas si vous voulez, de main légère.
lorsque l'occasion se profilait, donc aux protestants, ils faisaient pratiquement la même chose. Et vous voyez donc que c'était une période extrêmement turbulente, qu'au bout du compte, Thomas Hobbes ne faisait que le reflet, n'étudiait que ce qui s'est passé exactement en tant que bon anthropologue, que ce qui se passait exactement au niveau des relations sociales, pour le traduire en pensée politique, pour le modéliser en pensée politique et pour en proposer bien sûr une issue qui serait meilleure, à travers bien sûr sa théorie de la souveraineté et sa théorie tout simplement du pacte social. Donc, selon Thomas Hobbes, certains éléments rendent l'homme inapte à cette sociabilité naturelle, une appétence pour la gloire, une tendance à la compétition en vue de la domination, à certains égards, on va voir par la suite, à travers une citation donc, de l'ouvrage, un extrait de l'ouvrage phare donc, de Thomas Hobbes, le Léviathan, que parfois même il y a juste un besoin, un impératif de survie qui pousse l'homme bien sûr à tout simplement agresser, dépouiller les autres hommes, c'est-à-dire déclarer son animosité, voire même, si vous voulez, sa tendance extrêmement violente vis-à-vis des autres hommes. Un état de guerre et d'anarchie, deuxième point. Donc que je viens de vous promettre il y a quelques instants, un passage du Léviathan, tome 1, donc page 205, qui résume la conception que se fait Hobbes de cet état de nature. Alors, la citation. Tout ce qui est lié au temps de guerre, c'est-à-dire au temps pendant lequel chacun est ennemi de chacun, et par conséquent également lié au temps pendant lequel les hommes vivent sans autre sécurité que celle que peuvent leur fournir leur propre force et leur propre ingéniosité. Voilà. Donc les hommes étaient livrés à un état de nature. Et personne ne défendait personne, sauf bien sûr ce sentiment de communautaire. Ibn Khaldoun avait déjà développé cette situation à travers bien sûr sa théorie de l'Asabiyya. L'Asabiyya, c'est l'esprit de corps. Et donc, lorsqu'on n'est pas protégé par son propre corps, c'est-à-dire par sa propre communauté, donc on peut être tout simplement, on peut bénéficier d'aucune autre protection. Et là, lorsque je dis protection, je dirais protection physique et protection, bien sûr, en termes de survie. Tout simplement, protection de son intégrité physique. Donc, quelqu'un qui faisait partie d'une tribu, par exemple, rappelez-vous, et lorsqu'on parle dans la littérature arabo-musulmane de c'est-à-dire, tout simplement, priver une personne quelconque, priver quelqu'un, si vous voulez, de toute protection. Et lorsque la tribu déclare, le clan déclare qu'une personne quelconque, un monsieur X, ne bénéficie d'aucune protection de la part de sa communauté, c'est la conséquence d'un fait majeur, c'est une sanction en raison d'un fait, si vous voulez, majeur interdit par la tribu qui a été commis par cette personne. Et alors à ce moment-là, à titre d'exemple, ça doit être un meurtre, parce qu'il n'y a pas de fait majeur autant qui peut justifier une sorte d'exécution en sursis de la personne, exécution en instance bien sûr de cette personne, que le fait de déclarer, si vous voulez, de priver cette personne de protection. Donc une personne qui ne bénéficie d'aucune protection n'a aucune chance de survie. Je dis bien, n'a aucune chance de survie. Donc au lieu que le groupe, si vous voulez, se salisse les mains du sang de cette personne, donc il déclare tout simplement cette personne dépouillée de liberté, et ainsi donc tout un chacun peut s'amuser de tirer une flèche dans le droit, je ne sais pas, de toute façon, à ôter la vie à cette personne. Et donc, Thomas Hobbes a tout à fait raison de dire que pendant longtemps, les groupements humains ne pouvaient avoir de sécurité que en fonction de ce que peut leur fournir leur propre force, c'est-à-dire la constitution d'un groupe en communauté solidaire, l'Asabiyya chez Ibn Khaldoun, donc plus ou moins, ce sont deux exemples qui se rejoignent sur ce point-là, et puis leur propre
ingéniosité. C'est-à-dire, par exemple, dans les tribus indiennes de l'Amazone, pratiquent deux types de défense, par exemple. Deux types de défense. La défense active, lorsque un groupe s'approche vers le village, donc on contre-attaque le groupe pour l'empêcher donc d'atteindre le village, mais on peut pratiquer un autre type de défense, une autre tactique de défense, c'est-à-dire la défense passive. Donc on quitte le village, on se disperse et on se dissémine dans la forêt, on se cache, on se terre dans la forêt, et puis il y a les conquérants qui peuvent venir tout simplement prendre ce qu'ils veulent de disponible, c'était très peu d'ailleurs, parce que ce qui leur importait c'était beaucoup plus les femmes et les enfants du groupe, et aussi les guerriers qui peuvent être des esclaves, les femmes qui peuvent être aussi des esclaves féminines, et ce qui importait c'est essentiellement ça, c'est l'élément humain en tant qu'esclave et femme, si vous voulez, en tant que marchandise en quelque sorte. Et donc, lorsque les guerriers conquérants donc se rendent compte qu'ils ne peuvent pas mettre la main sur le butin essentiel qui est les enfants et les femmes essentiellement, et couper la tête aux hommes, tout simplement, donc ils se retirent, et puis le village se reconstitue. Mais c'est avec le peu de choses, d'objets dont ils disposent. C'est-à-dire cette ingéniosité a été un facteur donc de survie des groupes. Et c'était le moyen de défense. Donc il n'y avait pas une loi qui protégeait les communautés de la violence des plus puissantes vis-à-vis des plus faibles. Non, c'était une sorte d'état nature, état sauvage, dans lequel les groupes les plus puissants peuvent tout simplement s'attaquer de façon, si vous voulez, toute simple, de façon inopinée, et sans qu'aucune sanction ne puisse les toucher. Je parle du groupe le plus puissant vis-à-vis des groupes les moins puissants. Donc c'était un état de guerre permanent, si vous voulez, entre les différents groupements humains. Je continue donc l'extrait du Léviathan. Dans une telle condition, il n'y a point de place pour l'industrie parce que le fruit en est incertain. Donc pourquoi fabriquer quelque chose, établir bien sûr une affaire quelconque pour bien sûr produire des choses, soit à usage manuel, soit une agriculture par exemple, c'est-à-dire une exploitation quelconque. Point d'habitation confortable, ça sert à quoi si vous voulez, d'avoir une habitation confortable du moment où, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une attaque, et dans la mesure où c'est la défense passive qui va servir donc de moyen d'échapper à l'attaque, donc on quitte le village et puis il y a les conquérants qui peuvent brûler pratiquement tout ce qui leur tombe sous la main, n'ayant pas trouvé le butin de base qui est l'élément humain. Donc pourquoi habitation confortable? Point de machine pour accomplir les travaux qui dépassent les forces humaines, point d'étude concernant la force de la terre, point de calcul du temps, point d'art, aucune littérature, aucune société, et ce qui est le pire de tout, c'est qu'il y a la crainte continuelle et le danger continuel de mort violente. Voilà, ça c'est l'état naturel. Et je viens de vous donner l'exemple donc qui a été celui d'ailleurs très lointain, dans un autre contexte d'Ibn Khaldoun et sa notion de la asabiya. C'était tout simplement l'élément de survie du groupe, de renforcement du groupe, c'était son sentiment bien sûr d'appartenance et ça. C'est la constitution d'un noyau dur de protection mutuelle entre les composantes du groupe. Voilà. Et aussi un autre exemple des forêts d'Amazonie dans lequel on pouvait pratiquer de deux manières la tactique, je parle tactique de guerre, de survie, une tactique, si vous voulez, proactive, c'est-à-dire la défense active, le lutter physiquement contre l'ennemi conquérant, lorsqu'on peut le faire, mais lorsqu'on ne peut pas le faire, une tactique, si vous voulez, de défense passive. On se dissémine, on se cache et on laisse faire, bien sûr, l'ennemi qui peut brûler le village, qui peut tout simplement détruire complètement le village
Et au départ donc des conquérants, on reconstitue le village, bien sûr, avec le peu de choses que l'on a déjà, que l'on avait déjà. C'est-à-dire, lorsque Thomas Hobbes, bien sûr, souligne point d'habitation confortable. Et bien, effectivement, pour souligner ce point de vue. Donc, tout compte fait, je clôture cet extrait par toujours le point de vue, c'est une partie aussi de l'extrait du Léviathan. La vie est solitaire, pauvre, grossière, abétie et courte. Donc la vie est solitaire, pauvre, grossière, abétie, c'est-à-dire réduit, les hommes sont réduits à la forme, si vous voulez, animale, et courte. Courte parce que c'est très difficile de vivre vieux dans ces conditions. Tout d'abord, par le manque de moyens, par le manque de confort, par tout simplement les mouvements incessants, si vous voulez, les secousses incessantes par le fait de guerre, et également, bien sûr, les maladies, lorsqu'on perd, bien sûr, ses cultures, par exemple, alors, à ce moment-là, pour se nourrir pendant une période de grand froid, donc lorsqu'on dispose de rien, donc c'est très difficile, donc les gens mouraient par des facteurs multiples, et la mort était culturellement, si vous voulez, faisant partie de la vie quotidienne des individus. Et donc la vie était trop courte également. Troisième point donc au niveau de la définition de la souveraineté, donc vers la société civile. Et donc pour dépasser, effectivement pour dépasser cet état, si vous voulez, de nature, tel qu'il a été décrit par cet extrait, je suppose que c'est l'un des meilleurs extraits du Léviathan que j'ai utilisé ici pour donc asseoir une vision claire de ce que c'est que la vie, c'est-à-dire l'état nature, et à travers lequel l'homme est l'ennemi de l'homme. Donc, pour dépasser cet état nature, au niveau du troisième point, premièrement, le droit de nature, le jus natural. Thomas Hobbes le définit comme la liberté de chacun d'user de sa puissance propre, comme il l'entend pour la préservation de sa propre vie. Donc ça, c'est le droit de nature. C'est-à-dire que chacun, selon bien sûr le point de vue de Thomas Hobbes, chacun doit user de sa puissance propre, de sa propre puissance, donc lorsqu'il peut se défendre, comme il l'entend pour la préservation de sa propre vie. Et là, c'est une manière, bien sûr, qui ne dépasse pas tellement l'état de nature, utiliser sa propre puissance. Mais on va voir que ça s'inscrit dans une logique évolutive qui va se rejoindre vers, bien sûr, avec d'autres facteurs, d'autres mécanismes sociaux sur un point. Donc que ce mécanisme du droit de nature est une partie intégrante du mécanisme, si vous voulez, qui va constituer du mécanisme global, qui va être celui du pacte social, bien sûr, du contrat qu'on va considérer comme étant un contrat social, donc de Thomas Hobbes. Il y a également le droit naturel. Donc le premier, c'est le droit de nature. Première dimension, c'est le droit de nature. La deuxième dimension, c'est la loi naturelle. La loi naturelle est un précepte ou un ensemble de règles générales découvertes par la raison, donc c'est là qui sont innées, qui sont liées à la raison humaine, qui interdit aux hommes, d'une part, de faire ce qui peut détruire leur vie et d'en entraver les moyens de préservation, et d'autre part, de négliger de faire ce par quoi l'on pense que sa vie puisse être préservée au mieux. Donc, vous voyez que la loi naturelle est composée de deux dimensions. Tout d'abord, interdiction à l'homme de tout ce qui risque de porter atteinte à sa vie, à détruire sa vie ou à entraver les moyens de sa préservation, et également lui interdire de ne pas, ou plutôt lui interdire de négliger tout ce qui rendrait sa vie meilleure. Donc, il ne faut pas négliger de se comporter de façon à améliorer sa vie, donc l'amélioration des conditions de vie deviennent
si vous voulez, un impératif et l'interdiction de tout ce qui pourrait porter atteinte à la vie et tout ce qui pourrait altérer ou entraver les moyens de préservation de la vie, ça devient également un impératif. Donc il y a un aspect négatif, c'est-à-dire interdire à l'homme de porter atteinte et à sa propre vie, c'est-à-dire développer des facteurs de destruction de la vie de l'homme, et également d'entraver les moyens de préservation de la vie de l'homme, de l'individu et des groupes, et également interdit à l'homme ou impose à l'homme de faire tout ce qui serait en mesure d'améliorer les conditions de vie de l'homme. C'est ça les fondements, bien sûr, des préceptes de la loi naturelle chez Thomas Hobbes. Donc, en deuxième point, grand B bien sûr de la définition de la souveraineté, du fondement de la souveraineté, le grand B, le deuxième point fondamental, la portée du pacte social. Donc, cette portée, on va bien sûr l'exprimer sur plusieurs points. Le premier, le transfert mutuel des droits individuels. Le transfert mutuel des droits individuels. Ce sont donc les particuliers qui concluent entre eux une série de pactes mutuels au bénéfice du souverain. Donc les particuliers, pour dépasser cet état naturel, doivent conclure entre eux une série de pactes mutuels au bénéfice du souverain. Ils s'engagent réciproquement à renoncer au droit de gouverner eux-mêmes. Donc les individus doivent, le premier élément, c'est tout d'abord de renoncer à la violence interpersonnelle, interindividuelle, et parmi les fondements, bien sûr, les usages de la violence, c'est tout simplement pour gouverner eux-mêmes, pour dominer. Et ainsi donc, les hommes, les individus, les particuliers doivent s'engager réciproquement à renoncer à ce droit de gouverner eux-mêmes. Voilà. Ils se désistent également au profit d'un tiers qui peut être un seul homme ou une assemblée. Donc cet engagement réciproque de renoncer au droit de gouverner est traduit par un désistement. Ces désistements doivent se faire au profit d'une tierce personne, d'un tiers, qui peut être un seul homme, qui va être bien sûr le roi, ou une assemblée. Donc bien sûr, les philosophes, les penseurs politiques, même Jean Bodin, d'ailleurs, s'exprime pour soit une structure, si vous voulez, monolithique, c'est-à-dire monocéphale, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul homme à la tête du pouvoir, ou une structure, si vous voulez, qui peut être constituée d'un bloc monolithique, bien sûr, c'est-à-dire un conseil ou un groupe d'hommes qui peuvent gouverner, tel que ça a été l'Ecclésia, bien sûr, à Athènes. Donc l'Ecclésia était l'instance, bien sûr, de décision à Athènes. Bon, donc notons que les hommes respectent les contrats par intérêt pour assurer leur propre préservation, leur propre conservation. C'est-à-dire lorsqu'on désiste, lorsqu'on s'engage réciproquement à renoncer au droit de gouverner, c'est-à-dire à l'exercice de la violence et de la violence mutuelle, tendant bien sûr à la domination, et lorsqu'on se désiste au profit d'un tiers, donc tout cela et le respect donc de ces engagements et le respect des éléments de ce désistement se fait bien sûr par souci bien sûr d'un désir de conservation et de préservation de soi-même. Donc lorsqu'on renonce à l'exercice de la violence, on se protège soi-même contre les effets pervers bien sûr de cette violence. Parce que lorsqu'on pratique la violence, on peut être vainqueur un jour, mais vaincu l'autre. On peut être l'auteur du crime, si vous voulez, suprême, c'est-à-dire ôter la vie à quelqu'un un jour, mais on peut être l'objet de ce crime majeur un jour. Donc lorsqu'on se désiste, lorsqu'on renonce à ce droit, en quelque sorte, ou à cette pratique de fait, pas forcément un droit, mais une pratique de fait, selon bien sûr la vision droit de nature chez Thomas Hobbes. Donc, lorsqu'on renonce à l'exercice de cette violence, c'est-à-dire au désir de gouverner soi-même, à ce moment-là, on le fait pour se préserver et pour, bien sûr, vivre dans un état, bien sûr,
c'est-à-dire pour se mettre dans un état de vivre ensemble, un état de respect, bien sûr, de chacun de ses propres engagements. Ses propres engagements, tout d'abord de ne plus exercer la violence inter-individuelle et également tout simplement de se lier à ce désistement de l'exercice du pouvoir par rapport à l'exercice du pouvoir en faveur de quelqu'un d'autre. Et ainsi donc, on se retrouve dans une société organisée par le fait, bien sûr, du respect de ces engagements, des engagements qu'on a faits vis-à-vis des autres individus et vis-à-vis aussi de la personne à qui on a fait confiance, bien sûr, pour gouverner, au profit à la personne au profit de laquelle on s'est désisté, bien sûr, soit à la personne, soit au groupe, en faveur duquel on s'est désisté. L'unité donc du pacte social et du pacte fondant le pouvoir, donc le pactum subjectionis et le pactum societatis ne sont plus séparés, mais réunis par un ensemble d'actes. Il résulte donc de ces opérations que tous les citoyens ont pris à la fois des engagements en faveur de la personne, individu ou assemblée, qui est bénéficiaire de leur convention, et de ce fait, celui-ci devient le détenteur de la souveraineté. Donc vous voyez qu'en fonction de ce qui a été dit auparavant, le désistement, puis bien sûr l'engagement de ne plus pratiquer la violence mutuelle et le désistement vis-à-vis de l'exercice du pouvoir, plutôt le désistement de ce droit, si vous voulez, d'exercer le pouvoir en faveur d'une tierce personne, tout cela bien sûr conduit bien sûr à l'instauration d'un pouvoir d'une personne ou d'un groupe, et sur la base bien sûr de la détention de la souveraineté par cette personne-là ou par le groupe. Donc ça dépend bien sûr de la nature et du pacte social. Est-ce qu'il est fait en faveur d'une seule personne ou en faveur bien sûr d'un groupe? Je rappelle juste que le pactum subjectionis est le type de contrat selon lequel chacun aliène sa liberté pour la remettre bien sûr entre les mains d'un souverain en échange de la sécurité garantie par celui-ci. Ça c'est le pactum subjectionis. Le pactum societatis, c'est pacte d'association fondateur bien sûr de la société. Donc on peut pratiquer les deux en même temps. Le pactum subjectionis, donc le fait d'aliéner ses droits et tout simplement de remettre, de se désister au profit d'un tiers au niveau de la pratique de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire remettre ce mécanisme de l'exercice du pouvoir entre les mains d'une autre personne, en contrepartie bien sûr du bénéfice de la protection de cette personne. Et le pactum societatis, c'est l'association fondateur, bien sûr le pacte d'association fondateur de la société. Et donc ce sont ces deux mécanismes qui vont se rejoindre. L'un, c'est un désir mutuel de construire une société organisée. L'autre, c'est le désistement en faveur d'une personne souveraine ou d'un groupe qui va exercer la souveraineté en vue bien sûr d'établir les fondements de cette société. Donc ce sont deux compartiments qui se complètent, que l'un complète l'autre, donc pour établir une société organisée. Donc la toute-puissance de l'État au niveau du deuxième point, donc, qui va renforcer, qui va bien sûr étayer notre vision de la souveraineté, un rapport de non-réciprocité entre le souverain et le peuple. Donc premier point de cette toute-puissance de l'État, c'est-à-dire la dimension souveraine de l'État, c'est un rapport de non-réciprocité, réciprocité bien sûr entre le souverain et le peuple. Il n'y a pas de contrat entre le souverain et les sujets. Un tel contrat serait source de conflit entre le prince et le peuple, entre le gouvernant, bien sûr, le monarque et le peuple. Ils pourraient s'accuser réciproquement de violer leurs promesses et que
ces querelles seraient sans arbitre. Donc lorsqu'il y a, il se pourrait qu'il y ait, si le pacte est effectivement instauré entre le peuple et le souverain, il se peut qu'il y ait violation ou accusation de violation de ce pacte, bien sûr, par l'un ou par l'autre. Et alors, à ce moment-là, qui serait l'arbitre, la puissance régulatrice donc de ce type de conflit? Donc, aucune puissance. Et à ce moment-là, donc, Thomas Hobbes trouve l'astuce, en quelque sorte, la résolution à cet état de contradiction. Donc, l'astuce, c'est que le pacte ne s'effectue pas entre le peuple et les souverains, mais s'effectue tout d'abord entre les individus au sein de la société et vis-à-vis du souverain. Tout d'abord entre eux, entre les composantes de la société, mutuellement, et puis entre les composantes, plutôt de la part des composants, de toutes les composantes de la société, envers un engagement, un désistement, j'ai dit, envers le souverain. Et le souverain n'est pas partie de ce pacte. Parce que le souverain doit exercer la souveraineté absolue, ne doit pas rendre compte au peuple, c'est-à-dire à travers un pacte social qui comporte aussi bien des droits en faveur du souverain que des responsabilités du souverain, bien sûr, vis-à-vis du peuple. Ce n'est pas le schéma de base. Le schéma de base, c'est que, je le redis encore une fois, le pacte social, c'est un pacte entre individus, mutuellement, puis entre individus qui se sont mis d'accord mutuellement vis-à-vis du souverain. Le souverain restant bien sûr au-delà si vous voulez, de cette mêlée, en quelque sorte, pour lui permettre bien sûr d'exercer sa souveraineté de façon sereine. La souveraineté à la tête de l'État, la toute-puissance de l'État de façon sereine. Les citoyens ont tout abandonné au souverain, celui-ci donc ne leur doit rien. Il peut par contre exiger d'eux une obéissance soutenue et totale. C'est ça, en quelque sorte. S'il est, autrement dit, soutient donc Thomas Hobbes, pour que les individus puissent dépasser l'état de nature dans lequel l'homme est l'ennemi de l'homme, tout d'abord, ils doivent se mettre d'accord, bien sûr, par le fait, bien sûr, d'un droit naturel, par le mécanisme d'un droit de nature, et puis par le mécanisme d'un droit d'une loi naturelle. Tout d'abord, ils doivent s'engager réciproquement à renoncer au droit de gouverner eux-mêmes, donc de gouverner bien sûr leurs proches, les structures locales, et ils doivent se désister au profit d'un tiers qui peut être un seul homme ou une assemblée. Voilà. Et à travers bien sûr le pacte subjectionis et le pacte societatis. Ce sont les mécanismes donc fondateurs de cette toute puissance de l'État, d'où donc un engagement tout d'abord entre individus, donc pour se protéger et pour dépasser l'état de nature, entre les individus, renoncer au droit de gouverner, attribuer ce droit de gouverner bien sûr à un souverain. Et le souverain à ce moment-là n'a pas d'engagement vis-à-vis des individus, vis-à-vis de la collectivité. C'est ce qui exprime qu'il exerce que celui-ci, donc le souverain, soit un individu, soit un groupe d'individus détenteurs de cette souveraineté, il bénéficie bien sûr d'un appui total de la part des individus, d'une soumission également totale des individus, alors que lui, il n'a aucun engagement. Par contre, donc, lui, bon, il n'a aucun engagement, bien sûr, vis-à-vis de ces individus, et au contraire, il doit exiger d'eux une obéissance totale. Voilà, donc, c'est le schéma de base à travers lequel doit s'exprimer la toute-puissance de l'État, selon, bien sûr, Thomas Hobbes. Il ne s'agit pas d'un simple accord, donc ce pacte social, mais d'une union. Lorsqu'on dit pacte social, c'est-à-dire un document que l'on peut accepter, que l'on peut récuser.
Mais là, c'est une union. Les hommes donc forment désormais une seule volonté, et à cette fin, ils ont abdiqué leur volonté propre et leurs droits. Ils ont abdiqué, ils ont soumis leurs droits, bien sûr, entre les mains de la force absolue de l'État, c'est-à-dire le souverain. L'ensemble donc des pouvoirs passe à l'État, et aussi donc les sujets se sont engagés à tenir pour juste et bon ce que ordonne le souverain, pour mauvais et injuste ce qu'il interdit. Pour mauvais et injuste ce qu'il interdit. Ils ne peuvent se plaindre de lui, ni bien sûr exercer aucun recours contre ses actes. Voilà, c'est juste pour éliminer cette velléité de conflit. Si le pacte social engage également le souverain, le gouvernant, donc il se peut que pour une raison ou pour une autre, qu'il y ait difficulté d'interprétation donc des termes de ce pacte, et ainsi donc, si le conflit se déclare entre le souverain et les gouvernés, quel serait le mécanisme régulateur donc de ce conflit? Je viens de me poser cette question auparavant. Donc, aucune force ne peut résoudre cette tension, ce conflit. Aucune procédure de régulation de ce conflit n'est prévue, n'est possible. Donc, pour résoudre cette situation, il faut tout simplement que tous les pouvoirs passent à l'État et que les sujets s'engagent à tenir pour juste et bon ce que ordonne le souverain et pour mauvais et injuste ce qu'il interdit. Et qu'ils ne peuvent se plaindre de lui ni exercer aucun recours contre ses actes. Voilà. La nécessité donc d'une puissance irrésistible. Voilà, cette puissance souveraine de l'État repose également sur une puissance irrésistible. Il n'y a pas donc d'autre moyen de réaliser la paix civile, c'est-à-dire faire tenir leurs engagements par les individus, et ainsi donc au bout du compte réaliser la paix civile, que par le biais d'une puissance irrésistible, absorbant bien sûr toutes les forces appartenant aux individus et susceptibles d'établir donc cette paix civile. Donc vous voyez qu'il y a un mécanisme ascendant, c'est-à-dire renoncement à leurs droits par les individus, abdication de leur pouvoir et de leur désir de gouverner en faveur bien sûr d'un souverain, mais également il y a d'un autre côté, du côté descendant, si vous voulez, une force irrésistible qui absorbe, qui réduit à néant les forces appartenant aux individus et qui serait en mesure bien sûr d'imposer par la force, le cas échéant, si il y a manifestation d'une certaine résistance par certains individus vis-à-vis de la puissance souveraine, donc anéantissement de cette résistance et établissement bien sûr de la paix civile. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle en droit le caractère exécutoire de la force, de la règle de droit. Donc le caractère exécutoire ne peut être garanti que par la puissance publique, c'est-à-dire cette force, si vous voulez, irrésistible au sein de la société, à laquelle tout le monde doit se soumettre, ce qu'on appelle la capacité, si vous voulez, de la violence légitime, l'exercice de la violence légitime. C'est ça, grosso modo, le fondement donc de cette puissance irrésistible. C'est-à-dire que la violence doit devenir légitime. Le souverain, à travers bien sûr la structure étatique, doit avoir cette compétence d'exercer la violence vis-à-vis de toute personne n'ayant pas respecté ses engagements vis-à-vis bien sûr des individus et vis-à-vis du souverain lui-même. Contester le pouvoir du souverain, c'est soulever bien sûr une situation dans laquelle doit être exercée la violence légitime pour plier cette personne, si vous voulez, de cette quête de résistance. Vous voyez donc qu'il y a des éléments de pensée politique de Thomas Hobbes qu'on retrouve, donc des échos que l'on retrouve pratiquement au niveau du droit moderne. Et c'est une évolution de toute façon. Il y a donc de la part des contractants renoncement total à la résistance, à la rétractation de la délégation,
on ne peut pas se rétracter, on ne peut pas revenir en arrière. Et en concluant donc le contrat, les hommes cherchaient à assurer le calme, l'union et la survie de la société civile, c'est-à-dire ce que nous avons appelé il y a quelques instants la paix civile. Aussi, donc, toute possibilité de résistance est éliminée. On ne peut pas résister au pouvoir du monarque, de l'État, entendez par là, en raison bien sûr de cette compétence d'usage de la force légitime, de la violence légitime. Il est impératif donc que l'individu se rende à merci, c'est-à-dire se soumette, et il ne résiste point donc à cette puissance absolue donc de l'État, la souveraineté absolue de l'État qui passe également par l'exercice de la violence légitime. Donc, après coup, nous passerons à un deuxième point, notamment le contenu de la souveraineté au regard de la pensée politique de Thomas Hobbes. Une souveraineté absolue, voilà, nous avons bien sûr développé les traits caractéristiques de cette souveraineté absolue, et la nature, on va essayer donc tout d'abord dans ce point-là, dans un tout petit premier point, déterminer la nature du souverain. Qui est le souverain? Et est-ce que c'est un bloc, c'est-à-dire un groupe, ou un individu? Et donc on va voir que Thomas Hobbes, enfin, malgré cette indifférence initiale, c'est-à-dire peu importe que ce soit un individu ou un groupe d'individus, Thomas Hobbes donc va déterminer au fur et à mesure son point de vue et estimer qu'au point de vue pratique, c'est-à-dire cette position bien sûr de groupe dominant ne peut pas être indéfiniment défendue comme, si vous voulez, constituant une autorité souveraine, bien sûr tout cela au profit d'une souveraineté bien sûr détenue par un seul individu, notamment le monarque. Voilà, et c'est dire que cette indifférence initiale n'a été que provisoire au regard de Thomas Hobbes. Par la suite, Thomas Hobbes finit par exprimer sa préférence, je viens de le dire, pour la monarchie, c'est-à-dire une structure d'exercice du pouvoir dominée, si vous voulez, au sommet par un monarque, c'est-à-dire par un individu exerçant et symbolisant bien sûr la souveraineté de l'État. Elle est plus apte à maintenir, bon, il va démontrer la raison, pourquoi? Parce qu'elle est plus apte à maintenir la paix et la sécurité, surtout l'intérêt personnel du souverain qui est en même temps l'intérêt public. Donc, voilà. Thomas Hobbes estime que l'intérêt personnel donc, du souverain ne peut être contradictoire, ne peut être différent par rapport à l'intérêt public. Et l'intérêt public, c'est la somme, bien sûr, c'est l'agrégation des intérêts individuels. Et il va développer donc ce point-là en affirmant que les richesses, la puissance et l'honneur d'un monarque ne peuvent venir que des richesses, de la force et de la réputation de ses sujets. Donc des sujets très puissants, au bout du compte, veut dire un monarque très puissant. Et le contraire est tout à fait vrai. Aucun roi donc ne peut être riche, glorieux, en sécurité, si ses sujets sont pauvres ou méprisables ou faibles. D'où donc l'engagement, un certain engagement de la part du roi, donc à assurer la richesse, la gloire et la sécurité, bien sûr, de ses sujets. Et là, paradoxalement, Thomas Hobbes rejoint Machiavel. Rappelez-vous, je vous ai donné un exemple dans lequel Machiavel souligne le rapport entre le cavalier et sa monture et le cheval, et que si le cavalier entretient sa monture, bien sûr une parure assez saillante, assez visible, un cheval qui est bien entretenu, très puissant, bien sûr en très très bonne santé, jeune et en très bonne santé, tout cela ce n'est pas pour le cheval, ce n'est pas pour les beaux yeux du cheval, mais en fin de compte pour la gloire et pour
si vous voulez, pour le renforcement du rang social du cavalier lui-même. Donc tout ce que peut faire le cavalier en faveur du cheval, donc l'entretien, la bonne santé du cheval, la parure qu'il porte, tout cela c'est en faveur bien sûr du maintien bien sûr d'un certain standing et d'une certaine identité du cavalier lui-même. Donc ici, dans notre propos, aucun roi ne peut être riche, glorieux, en sécurité, sur la base, bien sûr, d'une collectivité constituée d'individus pauvres ou méprisables ou faibles. Donc, le roi, pour sa propre gloire, doit entretenir, bien sûr, le confort de ses, entre guillemets, bien sûr, la richesse, la fortune et la sécurité de ces individus. Et même Ibn Khaldoun a dit quelque chose sur ce point-là, dans la mesure où, par exemple, au regard d'Ibn Khaldoun, lorsqu'on pratique beaucoup d'impôts, lorsqu'on alourdit de charges d'impôts les sujets, donc le mulk, la royauté, bat déjà de l'aile au regard d'Ibn Khaldoun. Donc bat déjà de l'aile, c'est-à-dire on se trouve en grande souffrance. La souffrance d'un monarque, c'est-à-dire la perte de puissance d'un monarque, s'exprime par la surcharge d'impôts de ses sujets. Parce que la vraie richesse, selon Ibn Khaldoun, d'un monarque, ce n'est pas tellement au niveau de l'impôt qu'il peut prélever sur ces sujets, mais c'est au niveau des activités productrices de richesse, génératrices de richesse, qu'il aurait pu encourager lui-même et qu'il aurait entretenu et qui aurait garanti le confort et la richesse de ces sujets. Et un sujet, donc le pouvoir d'un monarque, la différence entre un pouvoir, bien sûr, fondé sur une véritable richesse ou un pouvoir fondé sur l'impôt qui va être fatal, bien sûr, au monarque, c'est que le monarque peut ou ne peut pas organiser une activité économique générale et génératrice, bien sûr, et de richesse pour ses sujets, et également de richesse pour lui-même, pour son propre pouvoir. Ça, c'est le point de vue, bien sûr, d'Ibn Khaldoun, mais qui retentit ici dans le propos, bien sûr, de Thomas Hobbes. Il faut juste situer Ibn Khaldoun par rapport à Thomas Hobbes, c'est que Ibn Khaldoun a vécu au milieu, bien sûr, du XIe siècle, alors que Thomas Hobbes, ici, on est pratiquement au XVIe, XVIIe siècle. Donc c'est à peu près 5 à 6 siècles auparavant qu'a vécu Ibn Khaldoun. Je n'entretiens pas l'idée que les œuvres d'Ibn Khaldoun ont été déjà lues en Grande-Bretagne, c'est un peu trop dire, mais ce sont des évidences en quelque sorte. C'est une forme d'anthropologie, et d'ailleurs Thomas Hobbes était bon anthropologue, et ce sont des évidences, les mêmes évidences auxquelles, si vous voulez, a abouti la pensée d'Ibn Khaldoun, se sont traduites ailleurs par, si vous voulez, une pensée pratiquement, je dis bien, quasi identique, à quelques nuances près, bien sûr, de Thomas Hobbes. Voilà. Les pouvoirs donc du souverain, continuons la quête donc de définition de la souveraineté chez Thomas Hobbes. Donc, à ce niveau-là, le souverain dispose exclusivement du pouvoir législatif et son commandement seul fait la loi. Donc le roi fait la loi. Donc c'est le roi lui-même qui arrête les règles de droit, qui détermine les règles de droit, qui produit, autrement dit, les règles de droit. Même la coutume ne tire sa force que de la volonté du souverain, manifestée par son silence. C'est sur ce point-là, il y a une forte ressemblance au niveau de la pensée politique de Jean Bodin et la pensée politique de Thomas Hobbes. En dehors de sa volonté, il y a point de droit. Donc la volonté du monarque détermine bien sûr l'espace juridique. En dehors de la volonté du roi, il n'y a pas de droit. C'est-à-dire même la coutume ne peut pas être opposée à la volonté du monarque.
Le souverain sera lui seul maître en matière religieuse. Ça aussi, une dimension d'une très grande importance, vu bien sûr le flux et le reflux entre, bien sûr, en Grande-Bretagne, en France, bien sûr, au début, puis en Grande-Bretagne, en fonction de cette proximité, voire même entrelacement entre le religieux et le politique. Rappelons-nous qu'on est en Europe occidentale et que la papauté était la force dominante et régulatrice, bien sûr, qui fait et défait les rois. Et qu'à ce moment-là, la dimension religieuse était omniprésente. Rappelez-vous le conflit entre le pape et Philippe le Bel. Donc c'est juste quelques éclairages qui vont vous permettre, bien sûr, de comprendre mieux mon point de vue. Donc il interprétera l'écriture, c'est-à-dire le monarque, les écritures, c'est-à-dire le précepte religieux, et concentrera en sa présence l'autorité spirituelle. Et ici, donc, vous voyez que Thomas Hobbes, tout simplement, consacre cette autonomie donc de culte du royaume par rapport à Rome. C'est très clair, vous voyez. Et que aucun pouvoir ecclésiastique, voilà, je suis en train de le dire, aucun pouvoir ecclésiastique ne saurait s'opposer au sien, au pouvoir bien sûr temporel, au pouvoir religieux du monarque. On est pratiquement dans le même état d'esprit que lorsque Jean Bodin a peint en quelque sorte le profil du monarque et qu'il a pris en référence le profil de Philippe le Bel, qui s'est opposé pratiquement à ce transfert de fonds entre la monarchie, entre le royaume de France et la papauté. C'était une forte hémorragie financière qui mettait à mal en quelque sorte les caisses de l'État, et ainsi donc il voulait garder ce butin, c'est-à-dire ces fortes sommes d'argent au niveau du royaume et en bénéficier en premier alors qu'il était en difficulté bien sûr de gestion des finances du royaume. Donc aucun pouvoir ecclésiastique ne saurait s'opposer au sien, et la profession extérieure de culte est favorable donc à la paix, et il dépend du monarque d'en imposer la pratique. Voilà, donc c'est le monarque et le chef suprême bien sûr de l'Église à l'échelle du royaume. Et c'est lui donc qui va déterminer la manière dont bien sûr le culte doit être exercé, et parce que c'est le chef également, si vous voulez, religieux du royaume. Le pouvoir donc du monarque est absolu et ne saurait être contenu, limité par des lois naturelles ou des lois religieuses. Donc on a complètement dépassé la loi de nature ou le droit de nature ou la loi naturelle. On a complètement dépassé ce stade. Le souverain ne peut se soumettre à aucune loi extérieure à lui. Il n'y a pas de droit face au pouvoir. Nous avons dit donc que les individus ont abdiqué devant la force, si vous voulez, la souveraineté absolue de l'État. Les individus ont complètement abdiqué. Donc l'obéissance au souverain constitue la loi suprême. Voilà, c'est la loi suprême. Donc aucune loi ne peut, si vous voulez, être supérieure. Aucune loi venant des individus, bien sûr, des sujets du roi, ne peut être supérieure à cette loi. Les hommes donc pris comme tels ne peuvent rien pour assurer leur sécurité. Cependant donc, le texte de Hobbes adresse quelques limites face au pouvoir absolu donc du souverain. Cela dit, même s'il est pour une souveraineté qui est illimitée, mais quand même il y a des petites limites, si vous voulez, extrêmes, qu'il met en place pour endiguer bien sûr tout dépassement bien sûr de cette souveraineté dans un usage excessif, dans un usage despotique. Rappelez-vous qu'on est en Grande-Bretagne et que tout usage despotique, si vous voulez, se traduit par un malheur, c'est-à-dire par des guerres, par des soulèvements, parce que les aristocrates étaient extrêmement jaloux de leur autonomie et de leur puissance. Donc ils ne pouvaient accepter de se soumettre au monarque que dans le cadre d'un respect, d'un minimum bien sûr, si vous voulez, de leur autonomie et de leur
et de leur, je ne dis pas liberté, mais d'une certaine manière, bien sûr, de répartition des tâches entre le centre et la périphérie. On en a parlé lors de la dernière séance. Donc les principales limites au pouvoir souverain, selon Thomas Hobbes, tout d'abord, partant d'un absolutisme, si vous voulez, qui serait plus ou moins limité, la souveraineté absolue perdrait sa raison d'être si la sécurité n'était pas assurée. Voilà. Là, vous voyez qu'on n'est pas pratiquement au-delà d'un pouvoir illimité du roi, mais si le pouvoir est illimité, il ne doit pas quand même aller au-delà de la garantie de sécurité des individus. Alors là, la garantie de sécurité des individus constitue une limite qui doit s'imposer au monarque, bien sûr, parce que au-delà de la sécurité des individus, c'est la sécurité du monarque lui-même qui serait mise en cause. Donc cette puissance n'a de raison d'être que dans la protection qu'elle assure au sujet. Voilà, la puissance monarchique, je veux dire. Sa défaillance délivrerait ceux-ci de leurs obligations. Donc si le roi ne peut assurer la sécurité des individus, ce mécanisme-là, ou cette défaillance, pourra inciter les individus à se défaire, à se délivrer de leurs obligations. Ils n'ont pas aliéné le droit de se protéger eux-mêmes dans l'hypothèse d'une carence de l'État. Voilà, tout simplement. Si les individus ont abdiqué leur droit ou renoncé à leur droit d'exercer la violence pour se protéger, s'ils l'ont fait en faveur d'une monarchie, ce n'est pas pour que cette monarchie, ce monarque, serait défaillant de le faire. Donc si cette défection, donc ou plutôt si cette aliénation de ce droit s'est effectuée en faveur du monarque, c'est pour que c'est le monarque lui-même qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité, c'est-à-dire le droit de faire bénéficier ce sujet de ce droit de sécurité. Donc il pourrait éventuellement chercher un autre protecteur capable de faire régner la paix, en cas de défaillance, bien sûr, d'un monarque. Voilà. Si la sécurité constitue quand même, le désir de sécurité ou la garantie de sécurité constitue une limite, bien sûr, à la souveraineté absolue du monarque. Le souverain, donc, doit gouverner raisonnablement également. Il est souverain raisonnable et n'a pas le pouvoir de faire n'importe quoi, à moins, bien sûr, qu'il ne mette sa souveraineté en cause. Bien sûr, on a parlé tout à l'heure et lorsque j'ai donné l'exemple de Machiavel et le rapport entre le cavalier et sa monture, c'est-à-dire le cheval, c'est que finalement, si le cavalier n'entretient pas convenablement son cheval, s'il ne lui assure pas, bien sûr, une sécurité, une bonne nourriture, donc que serait-il advenu du cheval? Donc le cheval va souffrir, et ainsi donc c'est le statut même du cavalier qui va souffrir. Et donc vous voyez que gouverner raisonnablement, ça veut dire le souverain ne doit pas prendre n'importe les décisions, bien sûr, n'importe quelle décision. Toutes les décisions prises par le monarque doivent aller dans le sens, bien sûr, du bien-être et de l'exercice, si vous voulez, d'une souveraineté raisonnée, qui serait, bien sûr, garante de la sécurité et de la paix interne au sein de la société, de la paix civile au sein de la société, pour ne pas parler, bien sûr, d'un confort économique tel que l'a affirmé Ibn Khaldoun, en, bien sûr, mettant en équilibre l'usage de l'impôt, l'usage excessif de l'impôt et le prélèvement, bien sûr, de l'impôt sur les richesses, sur l'activité économique et pas sur la richesse. Lorsque l'impôt est prélevé sur la richesse, donc il y a tendance à appauvrir la population. Alors là, ça exprime, je viens de le dire, une grande difficulté de gouvernement du monarque. Alors que lorsque l'impôt est prélevé sur l'activité génératrice de revenus, en fonction bien sûr de l'abondance de cette activité génératrice de revenus, alors à ce moment-là, le monarque est un monarque qui a tout d'abord su stabiliser la société, déclencher, si vous voulez, une activité économique nombreuse et variée, et ainsi devenir encore plus riche sur la base de l'enrichissement et du patrimoine cumulé, bien sûr, de ces sujets.
Les devoirs donc du souverain, en deuxième lieu, le souverain doit assurer à ses sujets tout d'abord une innocente liberté, c'est-à-dire une liberté qui ne trouble pas la paix. Une innocente liberté, notamment une liberté qui ne trouble pas la paix. La loi n'a pas pour but de gêner l'existence matérielle des hommes, elle n'est nécessaire que pour empêcher les troubles. Donc lorsque je dis que quelqu'un est libre, ce n'est pas pour lui permettre de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire d'agir autant qu'il veut, en dehors bien sûr ou contre la liberté des autres personnes. Donc la liberté n'est nécessaire que pour empêcher les troubles, en quelque sorte. Mais elle empêchera la discussion du pouvoir souverain et la propagation des fausses doctrines. Également, la liberté, donc, ne doit pas aller jusqu'à... la liberté doit elle-même empêcher la discussion, ou plutôt, cette liberté innocente doit empêcher la discussion du pouvoir souverain et la propagation des fausses doctrines. C'est-à-dire, cette liberté dont bénéficient les individus ne doit pas aller jusqu'à discuter le pouvoir du souverain et surtout propager les fausses doctrines. Je parle ici, bien sûr, de la déviance, bien sûr, religieuse, qui a été à la base de la guerre des religions en France, l'évolution, bien sûr, d'une religion unique vers une religion renouvelée, c'est-à-dire le protestantisme, et qui a été à la base, bien sûr, d'une succession de guerres qui ont secoué l'Europe dans cette période. Il est significatif donc au regard de Jean Bodin, plutôt qu'au regard de Thomas Hobbes, lui qui considère comme dangereuse, c'est-à-dire toute opinion séditieuse, toute opinion bien sûr qui contesterait les fondements du pouvoir. L'idée que le sujet peut discerner le bien du mal et l'idée de discerner le bien du mal, donc, normalement, ne doit pas être considérée comme séditieuse. Voilà ce que Thomas Hobbes voudrait dire. Que c'est une limite quand même à la limite que peut imposer au roi, que peut imposer le roi, bien sûr, à l'exercice de la liberté qu'on a appelée une liberté innocente. C'est-à-dire, tout d'abord, une liberté qui ne doit pas troubler la paix, et ainsi donc la loi a pour but de gêner l'existence matérielle, n'a pas pour but de gêner l'existence matérielle des hommes, mais elle est nécessaire pour empêcher les troubles. Ça, c'est-à-dire la limite que peut imposer la souveraineté aux individus. Mais elle doit empêcher, bien sûr, la discussion du pouvoir souverain et la propagation des fausses doctrines. Toutefois, discerner le bien du mal ne constitue pas si vous voulez, ne peut pas constituer une opinion séditieuse qui doit être combattue par la loi. Donc si le roi impose par la loi de combattre la liberté d'opinion, c'est-à-dire celle de discerner le bien du mal, alors à ce moment-là, tout simplement, le roi serait en dehors de cette, ou au-delà de cette, si vous voulez, un exercice éclairé de son pouvoir. Donc cette faculté, je continue la dernière partie du keynote, cette faculté revient au souverain, lui obéir, c'est faire le bien et lui désobéir, c'est faire le mal. Il doit en outre donc assurer tout simplement, le monarque est dans l'obligation d'assurer le bien-être des sujets, c'est-à-dire une assistance publique à ceux qui sont incapables d'activité. Ils sont incapables d'activité, bien sûr, les nécessiteux notoires, la lutte contre l'oisivité, le travail à chacun. Donc, ces éléments-là sont des questions, bien sûr, de détail du pacte social. Ça fait partie, bien sûr, sur la base des limites de la souveraineté, ce qu'on appelle cette innocente liberté. Et cette limite donc à la loi, c'est-à-dire la distinction entre le discernement du bien et du mal, qui constitue quand même une nuance à cette souveraineté, et ainsi donc une autre obligation vient se greffer à tout cela. Le monarque doit assurer le bien-être de ses sujets, c'est-à-dire par une
action positive, proactive, assurer l'assistance publique à ceux qui sont incapables d'activité, les nécessiteux, les vieillards, les blessés, etc., les malades, etc. Et la lutte contre l'oisiveté, c'est-à-dire assurer le travail pour un chacun et obliger bien sûr à certains égards les individus à travailler, bien sûr lorsqu'ils sont en bonne santé, ils peuvent bien le faire. Puis une instruction, une éducation formant les citoyens aux doctrines vraies, c'est-à-dire à la doctrine officielle. Donc les rois aussi doivent, et vous voyez là les éléments principaux de la période des Lumières. Et la période des Lumières, bien sûr, a été fondatrice en matière, c'est-à-dire de construction ou de facteurs précurseurs, bien sûr, de ce qui va suivre par la suite. Et ces facteurs précurseurs, ce sont déjà la projection de l'organisation d'une instruction publique. Et Jean Bodin, donc, a fait, plutôt Thomas Hobbes a fait, bien sûr, de ce point-là, l'un des points élémentaires, bien sûr, et fondamentaux des obligations du souverain, qui constituent des limites. Lorsque je dis obligation du souverain, eh bien, je dis des limites à sa propre souveraineté. Je ne dis pas que la mise en place d'une instruction constitue une limite, mais constitue, c'est-à-dire une expression d'un devoir du souverain, au-delà, bien sûr, du devoir de garantir le bien-être de ses sujets, et que l'instruction publique dépasse le simple bien-être des sujets, mais prédispose à une, si vous voulez, un état mental beaucoup plus, si vous voulez, développé que le juste bien-être et l'assistance publique assurée aux incapables d'activité. Voilà, donc ainsi se termine notre propos concernant ou se rapportant à la pensée politique de Thomas Hobbes, et lors de la prochaine séance, Inch'Allah, nous allons aborder la pensée politique de John Locke. Voilà, donc je viens de terminer ma séance, j'espère que vous en avez bien bénéficié, que vous avez suivi attentivement donc, cette séance. Et si vous avez bien sûr des questions, je suis disposé à y répondre. Voilà. Donc tout un chacun d'entre vous peut prendre le micro pour exprimer, ou carrément noter, si vous avez des petites questions, notez-les par message. On peut consacrer quelques minutes donc pour cela. Je souligne toujours que je suis très disposé, si vous avez des questions importantes, de me les poser par écrit, par email, mais des questions directement liées aux séances. Et si le cas se précise, si la nécessité se fait sentir, je peux procéder par une autre vidéo pour répondre bien sûr à vos questions. Voilà. Donc je vois des remerciements par message. Moi j'aimerais bien avoir des questions et pas seulement des remerciements. Donc c'est Yazour, merci bien, c'est Abdelaziz Zaboura, donc merci professeur. Bien, moi aussi je vous remercie parce que vous avez été attentifs. Et je vous assure que 13 étudiants pendant toute la séance, ça a été une véritable épreuve au niveau des séances en présentiel. Je vous en assure. J'ai une petite question à propos de la... Oui, oui Hamza. Spécifiquement, on parlait de la théorie de Hobbes, et l'une des premières théories dans la matière de l'assujettissement politique, par exemple. Bah, j'ai pas bien saisi Hamza. Répondez la question s'il vous plaît, parce que les conditions de sang, la manière dont le sang me provient, ça m'empêche bien sûr de me concentrer et d'écouter convenablement. Je me demande, est-ce qu'on peut parler de Hobbes comme l'initiateur ou bien l'un des premiers savants qui ont travaillé dans le thème de sujet politique, dans l'assujettissement politique, dans le débat de... Bah, j'ai dit et redit donc, au début de cette séance que la manière de voir les choses qui a été établie par Thomas Hobbes a été structurante par la suite. Structurante de la pensée politique qu'il a, si vous voulez, au niveau de la postérité de la pensée politique. Je vous ai dit que lorsque Thomas Hobbes a défini la souveraineté, d'autres philosophes, d'autres penseurs politiques n'ont fait que utiliser donc cette définition pour
pour exprimer la manière dont la souveraineté doit être s'exprimer, c'est-à-dire soit la séparation des pouvoirs, soit de Montesquieu, soit la répartition des pouvoirs selon John Locke, je suppose, ou l'esprit par lequel, à travers lequel la souveraineté va s'exprimer, c'est-à-dire une souveraineté nationale selon Jean-Jacques Rousseau, ou une souveraineté populaire selon Jean-Jacques Rousseau, ou souveraineté nationale selon Sieyès. Donc vous voyez que ces constructions théoriques à propos de la souveraineté ne sont pas revenues à la définition de la souveraineté, parce que c'est Jean Locke qui l'a fait déjà. Donc vous voyez que la pensée de Jean Locke était structurante concernant la définition de la souveraineté, a été structurante pour tous ceux qui sont venir par la suite, pour toutes les pensées politiques qui lui ont succédé. Merci, monsieur. Je vous en prie. D'autres questions, s'il vous plaît? Bon, donc, à défaut de questions, je suspends la séance et à la prochaine, et Inch'Allah.